Alors, 3 femmes viennent de s'installer devant moi. L'une d'elles, c'est Géraldine Mossière, qui est l'auteure de ce livre qui est nouveau, cette visite-là. Livre tout récent, Convertie à l'islam, parcours de femmes au Québec et en France. Bonjour Géraldine Mossière. Bonjour. Vous êtes d'origine française, mais vous vivez ici depuis longtemps maintenant. Oui, depuis 17 ans. Depuis 17 ans. Une identité hybride aujourd'hui. Et voilà, c'est ça. Et à vos côtés, Geneviève Lepage, bonjour. Bonjour. Geneviève, qui a 36 ans, qui est porte-parole de l'Association musulmane du Québec et qui vous vous êtes convertie il y a combien de temps, vous, Geneviève? Ça fait 12 ans. Ça fait 12 ans. Vous Oui. aviez quel âge? Près de 24 ans, donc. Près de 24 ans. À vos côtés, Audrey Marcelet. Bonjour, Audrey. Bonjour. Qui a 38 ans et qui s'est convertie à peu près 12 ans aussi, Audrey? Oui, c'est à l'été 2001, donc oui, un petit peu plus que 12 ans. À l'été 2001. Oui. Tout de suite, ça sonne une cloche dans l'esprit de beaucoup de gens parce que à la fin de l'été 2001, il allait se passer quelque chose d'assez qui nous a tous sonné, soufflé. Bien sûr, c'est le fameux 11 septembre 2001 qui a amené une espèce de zone de turbulence autour de la question de l'islam, zone de turbulence qui n'est pas finie. Et Géraldine Mossière, assez étrangement, vous semblez faire le constat que ça a amené justement beaucoup d'intérêt autour de l'islam. Oui, c'est effectivement de là qu'est partie ma problématique de recherche, c'est que paradoxalement, on a observé que suite à ces attentats qui auraient pu diaboliser l'islam et puis exercer un phénomène de rejet de l'islam, on a observé une augmentation du nombre de convertis à l'islam et encore plus curieusement du nombre de femmes qui se convertissaient à l'islam. Donc c'est de là qu'est parti mon questionnement, effectivement. On peut vous dire, on aurait pu constater, en fait on a constaté un peu les deux parce que la diabolisation, on l'a constaté aussi. Oui, effectivement. Moi, je m'intéresse vraiment à ce qui se passe sur le terrain et ce qu'on observe sur le terrain, c'est un petit peu loin de ce qu'on entend dans les médias, à savoir cette espèce d'antagonisme entre les musulmans puis les occidentaux athées, entre guillemets. Ce qu'on observe, c'est qu'il y a quand même des échanges. Mon voisin est musulman, il est maghrébin, qui est-ce, en quoi il croit, et donc un espèce d'intérêt pour savoir qu'est-ce que c'est vraiment que l'islam. Ouais. Alors, qu'est-ce que c'est que l'islam? À quel moment et pourquoi dans vos vies, Geneviève et Audrey, vous êtes-vous posé cette question-là? Mais justement, moi, c'était avant le 11 septembre, mais je cherchais à comprendre qu'est-ce qu'il y avait vraiment dans cette religion-là, étant croyante moi-même. Vous étiez quoi, catholique à l'époque? Oh, une catholique chrétienne, pas trop pratiquante, là, comme monsieur, madame, tout le monde d'aujourd'hui. Mais je croyais en Dieu, je croyais que Dieu était le même Dieu pour les musulmans. Et justement, à travers ce que présentent les médias, à un moment donné, on a une prise de conscience, on se dit, je peux pas croire qu'il y a autant de musulmans qui croient en Dieu, qui sont des extrémistes ou des terroristes. Alors, en quoi vraiment croit-il? Et là, j'ai entamé un processus de recherche et puis, post-11 septembre, j'ai accéléré mes recherches. J'ai rencontré des musulmans, dont Audrey, justement, qui venait récemment de se convertir. Et puis, j'en ai conclu finalement que c'était une religion de paix qui correspondait à ce que je croyais, ce à quoi j'aspirais aussi. Et puis, voilà, j'ai fait le pas. Ouais. Audrey, dans votre cas, vous étiez pas une croyante pratiquante? Non, je me considérais ni pratiquante ni croyante d'aucune religion, peut-être plus athée, malgré que j'avais une idée que peut-être il y avait quelque chose de mal défini pour moi. J'étais pas à la recherche de quoi que ce soit, c'est que je suis tombée un peu par hasard sur le Coran que j'ai décidé de lire. Mais c'est quand même important de souligner parce que vous l'avez dit vous-même, vous étiez à l'époque dans une période un peu dépressive aussi. Ben, j'étais dans une période assez noire, oui, puis c'est une amie qui est musulmane de naissance mais pas pratiquante qui m'avait donné un Coran, justement une traduction du Coran français. J'ai lu ça un peu par curiosité. Puis, j'ai trouvé plus de réponses que j'avais de questions finalement. Oui. Puis ça répondait à beaucoup de choses pour moi. Puis ça m'a amené à ma conversion. Finalement. Alors, ce qui est frappant, c'est Géraldine, c'est que dans le cas de Geneviève, dans le cas d'Audrey, c'est pas un conjoint qui leur a, c'est pas, il y a pas quelqu'un qui les a incités à se convertir. C'est une démarche personnelle. Et vous faites cette distinction-là, vous. Il y a deux types d'approches. Vous dites, vous les metteriez dans la catégorie de l'approche rationnelle, c'est ça? Oui, plutôt. Mais disons que à la base de la conversion à l'islam des femmes que j'ai rencontrées, il y a toujours une rencontre avec un musulman. Mais j'insiste pour dire que c'est pas forcément un amoureux, un fiancé, quelqu'un qu'on convoite de cette façon-là, mais c'est vraiment une rencontre avec la diversité qui caractérise aujourd'hui les sociétés actuelles, c'est-à-dire un voisin,
voisin, un collègue, un ami, qui suscite un petit peu cette curiosité. Mais après, effectivement, c'est une démarche très personnelle qui fait qu'on retrouve dans l'islam des outils, je dirais, quasiment de croissance personnelle. On parle beaucoup à l'heure actuelle de croissance personnelle, de développement personnel. Et pour les femmes que j'ai rencontrées, l'islam offre des outils pour faire ce travail d'accomplissement sur soi. Vous diriez ça de quête personnelle, toutes les deux, croissance personnelle? Oui. Tout à fait. Geneviève aussi? Mais c'est sûr que c'est un rapport à s'améliorer soi-même, se rapprocher du divin, mais aussi de l'autre, de la société, d'être des meilleures personnes impliquées dans la société auprès de ses proches, auprès de son voisin, auprès de la société au grand complet. Oui, il y a des deux. Là, vous êtes auprès de ses proches, auprès de ses voisins, s'impliquer, la fraternité, et en même temps, on voit souvent les gens qui choisissent la pratique musulmane et le port du voile comme se positionnant un peu en retrait. On a l'impression que ça crée une distance. Et ça, l'avez-vous vécu? Avez-vous senti que ce geste de conversion, que le fait de porter de voile, facilitait pas finalement l'implication avec les voisins et autour de vous, mais créait peut-être un genre de mini-choc puis une adaptation nécessaire? C'est variable d'une personne à l'autre. Bien honnêtement, il y a des personnes, oui, que ça repousse parce qu'ils transposent leur vécu catholique et de la domination des religieux catholiques à l'islam, alors que c'est totalement une autre religion, qui n'a pas les mêmes dogmes, qui n'a pas les mêmes relations sociales non plus. Mais il y a d'autres personnes qui vont aller vers nous et puis ils sont ouverts à cette diversité-là et que ça leur dérange pas. Et dans mon quotidien, honnêtement, j'ai beaucoup plus d'interactions positives que négatives. Dieu merci. Ouais, Audrey, Marcelet? Oui, moi aussi, je dirais que ça peut déstabiliser certaines personnes qui nous ont connus avant, mais en même temps, je veux dire, je pense que les personnes se rendent rapidement compte que ça change pas tant que ça notre façon d'être. Puis, dans mon cas, je pense que ça a été positif, donc ils ont bien vu que c'était quelque chose qui était bien pour mon bonheur. Comment en ce moment vous composez avec le fait qu'on est quand même pris, vous représentez pour moi là, le meilleur des mondes de l'islam, là. Aller chercher de la croissance, aller chercher du bien-être, aller chercher de la fraternité, de la solidarité, tout ça, et on l'a assez répété, l'islam, c'est ça, d'abord et avant tout. Mais comment arrivez-vous à composer avec le fait que partout, dans plein de pays en ce moment, malheureusement, c'est la version intégriste qu'on voit. C'est des gouvernements qui prennent le pouvoir, qui imposent le voile, qui imposent la charia, qui imposent, et qui là font une espèce de publicité négative formidable à votre religion. C'est que c'est de la publicité négative, c'est ce qu'on voit dans les médias. Si on va sur le terrain, je veux dire, moi, je suis allée plusieurs fois au Maroc, je vois absolument rien de mais le Maroc, c'est pas le pays le plus... mais c'est quand même un pays qui est musulman, puis il y a plusieurs pays musulmans où il se passe pas grand-chose. Je veux dire, si on va en Indonésie ou en Malaisie, je pense pas qu'on voit quoi que ce soit là, d'imposition de charia puis Oui, il y a plusieurs pays modérés, mais il y a de plus en plus malheureusement de pays qui basculent dans l'intégrisme. Mais vous l'avez dit, c'est vraiment important de comprendre que ce sont des faits sociaux, politiques, c'est des géographies propres qui ont rien à voir avec le Québec et qui ont très peu à voir avec l'islam aussi. Mais l'importance Mais qu'est-ce que vous voulez dire, Geneviève? Vous voulez dire que la religion, chez ces gens-là, devient un instrument pour installer un pouvoir? Ça devient politique. Chez les politiques. Chez les politiques, pas chez le peuple. Le peuple est opprimé aussi. Des hommes, des femmes musulmans de ces pays-là sont opprimés. Et justement, il y a beaucoup de mouvements féministes musulmans qui luttent pour justement avoir l'égalité dans ces pays-là. Et c'est sûr que le message auprès de ces gens-là qui veulent opprimer le peuple va mieux passer quand ça vient de la communauté pour dire non, l'islam, là, notre prophète nous donnait les principes de justice, d'égalité et tout ça, et vous pervertissez le message de l'islam. Donc, il faut que on soit alliés dans l'humanité. Les féministes d'ici, les féministes musulmanes d'ici et d'ailleurs doivent s'allier justement pour contrer toute forme d'oppression, comme on risque de subir ici au Québec en nous opprimant, en nous restreignant l'accès à des postes dans la fonction publique. Géraldine Mossière, votre échantillonnage est assez grand. Vous avez vu une quarantaine de femmes en France, une quarantaine ici. Sur toutes ces femmes avec qui vous avez réalisé des entretiens, est-ce qu'il y en a qui sont vraiment tentées par une version intégriste là, de l'islam, qui se rapproche de ces milieux-là?
Non, écoutez, j'ai vu une seule femme qui portait le niqab, donc ce voile dont on voit juste, qui laisse juste voir les yeux. C'était en France ou ici au Québec? En France. En France, oui. Oui, c'était la seule. Et non, je dirais que de façon générale, les femmes que j'ai rencontrées adhèrent à une version de l'islam qui permet d'allier modernité et religion. Et donc, elles font vraiment la distinction entre religion et culture. Et tout ce qui concerne les comportements machistes sont plutôt attribués à la version culturelle de l'islam, l'ascendant des systèmes patriarcaux de la culture maghrébine, par exemple, sur l'islam. Donc, elles font vraiment la distinction entre religion et islam, ce qui leur permet, excusez-moi, entre religion et culture, ce qui leur permet de combiner dans une cohérence identitaire, je dirais, leur socialisation, leur milieu, leur environnement d'origine, qui quand même octroie certaines libertés, et leur choix religieux. Alors, vous avez évoqué, ça c'est très important comme distinction aussi, et souvent c'est mal établi cette distinction en ce qui vient de la religion puis ce qui vient de la culture. Toute cette question du rapport des hommes et des femmes, vous, en vous convertissant à l'islam, est-ce que vous diriez que vous avez amené de votre ancienne vie exactement le même type de rapport homme-femme ou il y a eu forcément une modification? Ben moi, c'est sûr que je peux pas vraiment faire la distinction dans le sens où j'étais célibataire avant ma conversion à l'islam. Bon, c'est sûr qu'il y a eu certaines relations, mais c'était rien de stable ou quoi que ce soit. Maintenant, je me trouve dans une relation stable, je suis mariée, j'ai des enfants. C'est sûr que déjà là, c'est une différence entre deux styles de vie. C'est deux étapes de vie, en fait, c'est ça. Oui, oui. C'est sûr qu'il y en a peut-être une qui est plus influencée par le fait que je sois musulmane, mais en même temps, sur quels aspects, Audrey? Je dirais surtout sur les aspects des rôles de l'homme et de la femme, parce que souvent on va dire qu'en islam il y a une inégalité entre les hommes et les femmes. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Je dirais plutôt qu'on a chacun nos droits, nos devoirs, tout ça, puis que ça s'équivaut. Et que, par exemple, dans mon couple à moi, on a une entente qui est que l'homme s'occupe de payer les factures, de travailler à l'extérieur et tout, alors que moi, je peux me permettre de rester à la maison, et je travaille aussi, mais je travaille de la maison, et tout ce que je fais comme argent, c'est quelque chose qui est à moi, parce qu'en islam, justement, la femme garde son argent et l'homme n'a aucun droit sur l'argent de la femme. Donc. Mais vous êtes quand même alors devenue quand même dépendante économiquement de votre mari. Là, oui, on pourrait dire. Je pourrais peut-être éventuellement subvenir. Il faudrait que je change un peu la nature de mon travail, mais en même temps, c'est un accord qui me convient. Donc, je ne considère pas que c'est une inégalité. C'est plutôt un accord qui fait que chacun y trouve son compte. Puis je vois pas en quoi ça me lèse, ça peut léser mon conjoint. Là. Comme beaucoup de femmes non musulmanes font le choix de rester à la maison avec des enfants jeunes. C'est ça, la grande question, c'est est-ce que, et c'est ça qui inquiète souvent beaucoup de gens, est-ce que c'est vraiment un libre choix ou c'est un modèle qui est imposé? Dans mon cas, moi, c'est un choix, puis comme je disais, je sens pas que je suis lésée là-dedans. Au contraire, moi, je suis très heureuse dans cette façon de faire. Geneviève Lepage, c'est quoi votre situation? En fait, moi, mon mari s'appelle Mohamed et il y a beaucoup de discrimination à l'emploi et son travail qu'il a actuellement n'est pas à la hauteur de ses compétences. Moi, comme j'ai des études supérieures et que je donne des charges de cours à l'université, mon salaire est, je sais pas combien de fois plus élevé que mon mari. Donc, dans bien des aspects, quand moi je travaille, c'est moi qui peut contribuer le plus au foyer, au foyer. Là. Mais mon mari est toujours là pour, il prend son travail à cœur, il s'implique et il est là si j'ai des interventions et si je suis trop occupée pour faire des tâches dans la maison. Mon mari est là pour faire laver le plancher. Là. Ah bon, ok, il s'investit oui. À la maison aussi. Mais bien sûr. Mais bien sûr. Ça surprend qu'un homme s'implique comme ça. Est-ce que votre mari s'implique aussi dans les tâches ménagères, Audrey? Dans les tâches ménagères, peut-être pas. Il y a une question de culture aussi. Là, ça n'a rien à voir avec la religion. Je veux dire, il a été élevé dans une culture où les hommes ne font absolument rien. Fait que c'est sûr qu'il faut pas non plus s'attendre en partant qu'il va s'impliquer à 100%. Mais il y a une éducation qui se fait. Il y a une éducation qui se fait. Avec le temps, de plus en plus, on s'en va vers un partage. Puis, ouais. Et ces deux maris-là, ces deux conjoints que vous avez, j'ai cru comprendre que vous étiez à un moment donné presque plus religieuse que vos maris. Et ça, Géraldine fait oui de la tête. C'est fréquent, Géraldine, chez les convertis? Oui, c'est très fréquent au point où j'ai identifié une trajectoire du mariage, comme je dis, une trajectoire matrimoniale. C'est-à-dire que les femmes que j'ai rencontrées, une fois qu'elles se sont converties, elles cherchent à rencontrer un musulman de naissance pour créer une famille, mais aussi dans l'espoir de trouver à travers lui une façon d'apprendre plus facilement l'islam, voire même d'apprendre l'arabe. Une fois qu'elles ont contracté ce mariage-là,
là, il commence à y avoir des tensions dans le couple parce que chacun a une vision de l'islam assez différente. La convertie ayant une vision de l'islam basée sur l'étude minutieuse des textes, tandis que l'homme musulman de naissance ayant une connaissance de l'islam plus culturelle, un héritage transmis par les parents. Donc là, il commence à y avoir des frictions qui aboutissent souvent à des divorces et à un remariage de la part de la convertie avec un homme musulman plus orthodoxe, plus pratiquant, puisque le premier était considéré pas assez pratiquant ou alors un mauvais pratiquant parce que appliquant une version un peu édulcorée de l'islam. Et souvent, le premier ayant aussi, si j'ai bien compris, des pratiques culturelles qui étaient moins respectueuses pour sa femme. Tout à fait, tout à fait. Et les plus pratiquants seraient plus respectueux? Pas systématiquement quand même, là. Ben, c'est pas une question de respectueux de la femme, c'est respectueux des principes de l'islam. Et les principes de l'islam, à la base, sont respectueux de la femme. Dans la mesure où, comme Audrey le disait très bien, il y a vraiment une répartition des tâches dans le couple qui reconnaît à chacun une valeur dans la mission qui lui est attribuée. Mais si je comprends bien, Geneviève, ce que Geneviève dit, c'est dans mon couple à moi, la valeur, c'est que moi, je suis l'agent le plus efficace sur le marché du travail et c'est correct comme ça. Oui, et il y a rien dans la religion qui dit non, tu devrais être à la maison. Non, et au contraire, il y a des savants, si on lit l'encyclopédie de la femme en islam d'Abu Shukra, justement, qui dit que lorsque la femme a un rôle social important à jouer, de façon générale, l'homme doit supporter sa femme, le couple s'entraide. Mais si la femme est de l'avant, c'est son devoir encore plus à l'homme de la soutenir dans ce rôle social-là. Mais on entend ça, puis on se dit, mais comment ça se fait que tout ce dont on entend parler, c'est des pays où plus la pratique de l'islam est répandue, imposée même politiquement, plus la situation des femmes se dégrade, devient catastrophique, on leur interdit les études et tout. Il y a une perversion de votre religion, c'est épouvantable. Oui, mais parce que c'est pas de l'islam justement, puis c'est ça qu'on s'évertue à dire, puis c'est notre rôle aussi peut-être en tant que convertis parce qu'on est peut-être un peu plus crédible des fois, étant donné qu'on a fait une étude vraiment, comme disait Géraldine, minutieuse des fondements, des enseignements, mais c'est ce qu'on nous montre, ce n'est pas l'islam. C'est pas ça l'islam. Je veux dire, c'est pas justement les inégalités, la domination, tout ça, ça n'existe pas en islam. C'est tout ce qu'on soit prêt à couper une main de femme parce qu'elle dépasse ou parce qu'elle conduit. Mais vous comprenez-vous à quel point nous on est dépassé par tout ça. On le comprend, puis je veux dire, c'est difficile aussi pour nous de vivre avec ça parce que justement, c'est qu'après ça, on nous dit qu'on est folle et qu'on est brainwashé parce qu'on a choisi une religion complètement qui systématiquement démolit les femmes. Mais faut penser que peut-être certaines femmes sont peut-être aussi brainwashées ou n'ont pas peut-être la distance en important de leur pays d'origine, une lecture qui ne correspond pas à la nôtre ou qui ne correspond pas au texte. Parce que les politiciens, je sais pas moi, d'Algérie ou de Tunisie, en fait, ils n'étaient pas nécessairement des musulmans pratiquants. C'était peut-être des athées qui ont voulu s'approprier le pouvoir et dominer sur le peuple en pervertissant justement des principes religieux. Qui ont instrumentalisé, comme on dit souvent, grand mot à la mode, la religion pour en faire un outil de pouvoir, de répression. Alors, ça, c'est un constat très triste, mais vous, les convertis, êtes-vous écoutés? Êtes-vous bienvenus quand vous êtes parmi des musulmans d'origine, avec des femmes musulmanes d'origine, et que vous faites ce genre de commentaires-là? Ça dépend. Ça dépend vraiment des groupes de personnes. Ça dépend, justement, moi, je considère que plus les gens sont éduqués, qu'ils soient musulmans de naissance ou convertis, moi, je trouve que l'éducation a vraiment un rôle à jouer dans les relations qu'on peut avoir avec les musulmans. Et en terminant, en 2 mots, vos enfants, vous les amenez vers le monde musulman? Les miens, ils vers sont, la relation, vers la religion, je veux dire. Oui, les miens, je leur transmets les enseignements. Ils sont au courant des bases de l'islam et tout ça, mais comme je racontais à la recherchiste, si jamais un jour mes enfants décidaient de laisser l'islam, c'est leur choix, comme ça a été le mien. J'espère quand même qu'ils pourront être musulmans, mais je leur donne les enseignements. Vous leur donnez les bases, mais ce sera à eux de choisir. Geneviève Lepage? Mais moi, ma position humaniste, c'est que chaque personne fait ce qu'il croit être le mieux pour sa propre vie et les choix qui sont les plus appropriés pour sa vie et la société. Moi, j'aime l'islam, je suis bien dans ça, je transmets ça à mes enfants et
après ça, ils feront leur propre choix. Ils feront leur chemin. Merci. C'était très intéressant de vous entendre toutes les trois. Alors, donc, Geneviève Lepage et Audrey Marcelet, deux Québécoises converties à l'islam depuis une douzaine d'années, et Géraldine Mostière, qui est l'auteur du livre Convertie à l'islam, parcours de femmes au Québec et en France, qui paraît là aux presses de l'Université de Montréal et qui en a rencontré donc au total près de 80. Hein? Tout à fait. Oui. Merci beaucoup toutes les trois. Merci pour l'invitation.